Mais un Tutsi, là où je le vois, je les mords. Moi, je les tue si j'ai la possibilité. Ce n'est pas une phobie, ce n'est pas la xénophobie. Je les tue. Je les jure sur la tombe de ma mère pour venger son sang, pour venger la violence que vous avez. Les discours de haine à RDC, ça n'existe pas. Les discours de haine à RDC, ça n'existe pas. Les discours de haine à RDC, ça n'existe pas. Nous sommes échauffés. Mais un Tutsi, là où je le vois, je les mords. Moi, je les tue si j'ai la possibilité. Ce n'est pas une phobie, ce n'est pas la xénophobie. Je les tue. Je les jure sur la tombe de ma mère pour venger son sang, pour venger la violence que vous avez. Messieurs, dames, bonjour. J'ai décidé de faire cette vidéo parce que je trouve que la République démocratique du Congo, mon pays, et peut-être le vôtre, traverse une période très délicate. Nous avons un certain nombre de problèmes et la manière dont le gouvernement est en train de les régler me laisse perplexe, surtout concernant la question Tutsi. J'ai souvent l'habitude de dire à ceux qui me suivent que pour qu'un malade guérisse, encore faut-il qu'il accepte son état de maladie. Sinon, il refuserait de prendre le traitement prescrit par le médecin. Et vous savez que lorsqu'on refuse de prendre le médicament alors qu'on est malade, eh bien la conséquence, ça peut être la mort. Pour un État, c'est la même chose. Si nous traversons des problèmes très très sérieux, et si nous les prenons à la légère et que nous ne cherchons pas à les régler, eh bien, ce pays peut risquer de disparaître. Parce que quand je dis disparaître, je veux dire c'est disloqué. Parce qu'il ne faut pas oublier que les États ne sont pas éternels. Rien n'est éternel en fait. D'où nous devons travailler pour préserver son unité, notamment en réglant les problèmes qui peuvent risquer d'avoir pour conséquence la dislocation de ces pays. J'ai suivi les sorties médiatiques du ministre de la Communication Patrick Muyaya ces derniers temps concernant la question Tutsi. Et dernièrement, il a appelé les Congolais à se faire photographier avec nos frères Tutsi pour montrer à la face du monde que tout va bien, qu'il n'y a aucun problème de Tutsi en RDC, de haine contre les Tutsi ou de Tutsiphobie. Et dans une autre sortie médiatique sur Twitter, où il s'est fait inviter par un certain monsieur dont je ne connais pas le nom, je vais revenir tout à l'heure, il a affirmé ce qui suit. Écoutez-le. Premièrement, sur la question du discours de haine, je pense que vous avez largement les preuves qu'il n'existe pas de discours de haine en RDC parce qu'au départ, la RDC est un pays où nous avons beaucoup d'ethnies minoritaires. On est 450 tribus. Donc, ça veut dire que nous vivons tous en paix. Le premier constat que j'ai fait, c'est que le ministre s'est fait inviter sur X, anciennement Twitter, par une personne que j'ai bloquée sur Twitter. Or, moi, je bloque très très rarement les gens sur Twitter, même ceux qui m'insultent ou me manquent du respect. Donc, cette personne, manifestement, a dû se présenter comme un extrémiste très très radical pour que je le bloque. Je vais revenir sur la question des discours de haine, mais permettez-moi d'ouvrir deux parenthèses. D'abord pour vous dire que j'attends souvent les gens à répéter comme des perroquets qu'il existe 450 tribus en RDC, tout en faisant une confusion entre le terme ethnie et tribu. Le ministre Patrick Muyaya vient également de le faire en affirmant qu'il existe 450 tribus en RDC. Si Chi, Lega, Tetela, Fuliro, Vira, Mongo, etc., ce sont des tribus, laissez-moi vous dire qu'il n'existe pas 450 tribus en RDC. Il existe ou il existerait autour de 270 ethnies. Moi je dis ethnies parce qu'il faut les appeler des ethnies, pas des tribus. Et je dois souligner que ethnie, qui dit ethnie, ça n'a pas de rapport avec le faciès ou le phénotype des gens, comme les gens ont tendance à le croire en RDC. On n'identifie pas une ethnie par le faciès d'une personne. C'est pas la langue, la culture ou l'origine ethnique, on va dire, un ancêtre commun, par exemple. L'autre parenthèse que je voulais ouvrir concerne, parce que si j'avais mis un extrait long du ministre Patrick Muyaya, quelque part vous l'auriez entendu dire que
En RDC, il n'y a pas de discrimination ou de persécution des Tutsis, tout simplement parce qu'au sein du gouvernement, on a un ministre, à l'occurrence, un ministre Tutsi, à l'occurrence le ministre Alexis Guissaro. Et donc pour lui, le fait d'avoir un ministre Tutsi signifie tout simplement qu'il n'y a pas de discrimination à l'égard des Tutsis en RDC. Souvent quand j'entends cet argument, je me dis, mais écoutez, ça c'est un argument enfantin, puéril. C'est un peu comme si on avait un ministre pygmée et un ministre disait il n'y a pas de discrimination à l'égard des pygmées parce qu'on a un ministre pygmée. Ce serait enfantin de dire ça. D'ailleurs, je vais vous le démontrer tout de suite. C'est comme dire qu'il n'y a pas de racisme en France parce qu'un noir est ministre, ou qu'il n'y a pas de misogynie parce qu'une femme est chef d'État. En Tanzanie, par exemple, c'est une erreur tout simplement de raisonnement. Donc la présence d'un Tutsi dans l'appareil d'État en RDC peut être symbolique ou stratégique de la part du gouvernement. Donc il peut s'agir d'une nomination politique pour se donner une image inclusive sans que cela ne reflète une volonté réelle de protéger la minorité Tutsi. Il est fréquent d'ailleurs dans les régimes autoritaires ou instables de nommer des membres des minorités à des postes visibles pour détourner les critiques internationales. C'est notamment le cas en RDC. Aux États-Unis, le fait qu'Obama ait été président n'a pas éliminé les racismes systémiques à l'égard des Noirs, on le sait. Au Rwanda, avant le génocide de 1994, certains Tutsis étaient dans l'armée ou dans la haute fonction publique. Cela n'a pas empêché les génocides de 1994 d'arriver. En Afrique du Sud, au temps de l'apartheid, le régime blanc sud-africain a parfois coopté certains chefs traditionnels ou figures noires dans des structures politiques locales ou dans le Bantoustan, Homeland, tout en maintenant un système de ségrégation raciale. L'objectif étant de présenter un visage de dialogue ou de développement séparé alors que le racisme systémique était intact. D'ailleurs, parmi ces gens-là qui étaient cooptés, il y avait un certain Kaiser Mantanzima, excusez-moi pour la prononciation si je prononce mal ces noms, vous les voyez en photo, qui fut un neveu de Nelson Mandela. Il était d'ailleurs condamné par Nelson Mandela pour son soutien de facto au régime de l'apartheid. Et pour finir, lorsque Azarias Ruberwa, qui est un Tutsi congolais comme vous le savez, un Munyamulenge, lorsqu'il fut vice-président de la RDC, cela n'a pas empêché que les Banyamulenge se fassent massacrer dans un camp de réfugiés à Gatumba, près d'Uvira, où au moins 130 personnes ont été massacrées du simple fait, parce que tout simplement ils étaient Tutsis, du simple fait d'être Tutsis. Et le fait d'avoir un Tutsi au sommet de l'État n'a pas empêché cela. Donc c'est donc enfanté, puéril de dire que parce que nous avons un ministre Tutsi, à la personne d'Alexis Guissaro, au sein du gouvernement, cela veut dire qu'il n'y a pas de persécution ou de discrimination à l'égard des Tutsis. Voilà, il était important que je fasse cette mise au point-là avant de poursuivre. Maintenant, sur la question des discours de haine, est-ce que le ministre Patrick Mouyoya a raison d'affirmer qu'il n'existe pas de discours de haine en RDC? Avant de répondre à cette question, je pense qu'il serait mieux de savoir de quoi on parle. Quand on parle des discours de haine, qu'est-ce que cela veut dire? La réponse, en fait, nous est donnée dans ces documents des Nations Unies, comprendre le discours de haine, où vous pouvez voir que le discours de haine est défini comme tout type de communication, orale ou écrite, ou de comportement constituant une atteinte ou utilisant un langage péjoratif ou discriminatoire à l'égard d'une personne ou d'un groupe en raison de leur identité, en d'autres termes, de l'appartenance religieuse, de l'origine ethnique, de la nationalité, de la race, de la couleur de peau, de l'ascendance, du genre ou d'autres facteurs constitutifs de l'identité. Notez que ce document dit bel et bien tout type de communication orale ou écrite ou des comportements. Je vais donc vous démontrer en me basant uniquement sur des faits qu'il existe bel et bien des discours de haine en RDC et on devrait les prendre très très au sérieux et chercher une solution quant à ces.
je vous démontrerai que certains écrits des auteurs comme Charles Onana peuvent également être considérés comme des discours de haine, notamment son dernier livre sur le Congo, Holocauste au Congo. Avant de continuer, sachez aussi qu'en RDC, chaque fois qu'on dit Rwandais, on veut en fait faire référence aux Tutsis, comme le démontre cette photo où vous voyez les gens, c'est pas moi qui ai fait cette photo, c'est des Congolais qui ont fait cette photo et ils ont différencié les gens sur la base de leur faciès. Et toute personne qui a un faciès Tutsi, vous voyez qu'ils ont écrit Rwandais sur la photo. Donc, chaque fois que vous entendrez dans les vidéos ou dans les extraits que je vais diffuser, les gens disent Rwandais, sachez tout simplement qu'ils veulent dire Tutsi. Donc, vous pouvez tout simplement remplacer le terme Rwandais par Tutsi, parce que c'est ça, en fait, ce qu'ils veulent dire en disant Rwandais. Parce que c'est ce que le fait démontre et c'est ce que vous allez voir avec moi. Je vous propose donc qu'on procède de façon méthodique. Commençons par tout type de discours qualifiant les Tutsis de façon collective des criminels ou des sanguinaires. Ils ont le crime dans le sang. C'est ce qui revient souvent dans la plupart des discours. Écoutez. Quand tu vois un Tutsi paille, un criminel. Il ne faut pas généraliser parce qu'il y a toujours des cas exceptionnels, ça arrive. Un criminel. Il faut se méfier des Tutsis. Un criminel, né. Il faut se méfier. Quand il est en position de faiblesse, il peut dormir pendant 6 mois sous ton lit. Quand il va en position de force, il va te dire qu'il ne t'a jamais vu. Pourtant, il a dormi 6 mois sous ton lit. Ah bon? Je me pose toujours la question, est-ce que leur créateur, c'est pas celui qui a créé le diable? Il ne faut pas généraliser parce qu'il y a toujours des cas exceptionnels, ça arrive. Je n'ai jamais vu une race aussi méchante que ça. Regarde ce que fait Kagame. C'est que c'est un Tutsi. Un Tutsi, c'est un sanguinaire. Ça, je vous dis vrai. J'ai lu beaucoup de livres. Je vais le prouver. Il y a une différence entre... Visiblement, pour le ministre Patrick Muyaya, ces propos seraient une véritable déclaration d'amour aux Tutsis congolais. Mais ce qui est vraiment grave, c'est quand ce genre de discours haineux émane des personnalités de haut rang, comme Justin Bitakwira, au cadre de l'Union sacrée, ancien ministre et toujours proche du cercle présidentiel. Des propos comme ceux de Bitakwira dans un état de droit auraient conduit à des poursuites judiciaires. Mais comme on le sait, la RDC est encore loin d'un véritable état de droit. Bitakwira, lui, a échappé à la justice en se réfugiant derrière le livre de Charles Onana, un auteur qui, malheureusement, est devenu très populaire en RDC, précisément pour son hostilité envers les Tutsis. Et c'est bien cela qui fait sa popularité. En RDC, même le diable en personne deviendrait une icône s'il tenait un discours anti-Tutsi. Le livre cité par Bitakwira, Holocauste au Congo, s'inscrit parfaitement dans la ligne éditoriale de Charles Onana, une diatribe assumée contre les Tutsis congolais. Certaines affirmations contenues dans ce livre relèvent clairement du discours de haine, si l'on s'en tient à la définition que nous avons vue tout à l'heure. Pourquoi? Parce qu'elles ont pour objectif, comme tant d'autres discours en RDC, de remettre en cause la nationalité congolaise des Tutsis, de les faire passer pour des envahisseurs, accusés de vouloir créer un soi-disant empire immense Tutsi. Et tout cela, bien sûr, en s'appuyant sur des contre-vérités manifestes. Prenons par exemple la page 315. Charles Onana affirme que Laurent Kunda est un Munyamulenge ayant fait des études d'infirmier à Bukavu. C'est factuellement faux. Kunda n'est pas Munyamulenge, mais Tutsi des Rutshuru. Et sauf preuve du contraire, il n'a jamais étudié les soins infirmiers à Bukavu. Il avait plutôt tenté des études de psychologie à l'université de Kisangani, qu'il a abandonné notamment à cause de moqueries sur son physique. À la page 407, Onana affirme que Mwanga Chuchu est Munyamulenge. Là encore, c'est inexact. Il est Tutsi de Masisi. Cette confusion montre à quel point Charles Onana ignore les réalités ethnologiques congolaises. Pire encore, à la page 433, il prétend qu'Azarias Ruberwa est né à Rugezi au Rwanda. Il y a certes un Rugezi au Rwanda, mais il existe aussi un Rugezi en RDC.
ce qui est courant en Afrique. Par exemple, il y a une commune de Koumassi à Abidjan, en Côte d'Ivoire, et une ville du même nom au Ghana. Ici sur la carte, vous voyez en rouge Rugezi du Rwanda, et là, toujours en rouge, le Rugezi de la RDC, lieu de naissance des Roubérois. Revenons à la page 261, où Charles Nana poursuit sa série d'approximations en affirmant que le roi Mwamilenge III d'Ouvira a été assassiné par les Banyamulenge. Or, plusieurs sources affirment le contraire, notamment Benjamin Babunga, dont vous voyez l'article à l'écran. Il y indique que les communautés Bembe, Fuliro et Vera s'accusent mutuellement. Même des personnes hostiles aux Tutsis à qui j'ai parlé à Ouvira m'ont dit que ce n'étaient pas des militaires Banyamulenge qui ont tué le roi. Pourquoi? Parce que la zone où il a été tué n'était pas encore sous contrôle de l'AFDEL, mais entre les mains des jeunes combattants locaux, l'équivalent des Wazalendo d'aujourd'hui. Et malgré toutes ces contre-vérités, et je ne vous ai cité que quelques exemples seulement, car le livre en regorge, Charles Nana reste extrêmement populaire en RDC. Il a même des entrées à la présidence, comme son ami Bitor Kura, que vous voyez ici en photo avec le couple présidentiel. Le voici lui aussi avec le président de la République. Son livre est même enseigné dans certaines écoles, comme vous pouvez le voir dans cet extrait qui va suivre dans un instant. Et j'y reviendrai aussi sur le président de la République, car lui aussi est auteur des discours de haine, malheureusement. Les Tutsis, le Rwandais, ils s'est dit Congolais, mais auparavant, ils étaient venus ici comme des réfugiés, les Tutsis. Les Tutsis étaient le réfugié ici. Ils se sont réfugiés ici dans notre pays. Ceux qui tuent là-bas, ceux qui veulent s'accaparer d'une partie de notre région, le Kivu. Holocauste, de ce livre écrit par M. Charles. Voilà, vous avez écouté cet enseignant dire les Tutsis des Rwandais, ce qui confirme ce que je vous disais tantôt, à savoir qu'en RDC, lorsqu'on parle des Rwandais, on fait référence en fait aux Tutsis. Et d'ailleurs, sur le même sujet concernant la criminalité qui serait génétique chez les Tutsis selon les affirmations de certains Congolais, j'ai discuté avec un ami qui est en passe de devenir magistrat, et lui aussi il a la même conception. Il me disait, en fait, ces gens-là, pour les citer, ils ont le crime dans le sang. Il essaie de démontrer que les Tutsis sont collectivement en fait criminels. Et moi je le dis, je trouve tes propos très dangereux, d'abord parce que tu mets tout le monde dans un même sac, et en plus parce que toi tu vas devenir bientôt soit substitut du procureur ou juge d'un tribunal. Cela veut dire que si un jour on t'amène un accusé Tutsi devant toi, il sera condamné d'avance parce que tu penses qu'ils sont criminels nés, les Tutsis. Et toujours sur la même rubrique, ceux qui pensent que ce problème est né de l'avènement du président Kagame au pouvoir, ils se trompent parce qu'en fait, la question Tutsi, elle existe depuis les années 60 en RDC avec la guerre des Kanyarwanda et bien des problèmes qui se sont suivis après. Et d'ailleurs, je vous propose d'écouter le témoignage de M. Manasseh Miller, un membre de la communauté Banyamulenge, et vous allez voir que ces témoignages où il est aussi question de savoir si les Tutsis sont criminels ou criminels nés ou ils ont vraiment, si on voit tout Tutsi, c'est a priori quelqu'un auquel il faut reprocher quelque chose, se passe avant la guerre de 96. C'était en 95. Écoutez-les. Avec nous, merci. Oui, merci beaucoup. Je vais brièvement partager ce témoignage parce que je l'ai dit, bon, c'est vrai, je ne sais pas si pour moi c'est éloquent, je les garde toujours. J'ai deux cousins qui étaient avec moi, on rentrait de Bukavu en fait. C'était en 95, ce n'était pas pleine guerre. On allait à Ouvira, je conduisais moi-même ma voiture. On arrive au pont Kamanyola, c'est là où il y avait une barrière de militaires qu'on appelait les bérets verts. Bérets verts, c'était c'est un groupe d'élite de l'armée de Mobutu, parce qu'on avait des bérets verts, des bérets rouges, de je sais pas quoi encore d'autres. À Luberizi, dans la plaine de la Ruzizi, entre Kamanyola et Ouvira, étaient basés les bérets verts.
Et ces bérets verts avaient placé leur barrière à Kamanyola. Bon, ils contrôlaient qui ils voulaient, quoi. Nous nous sommes pointés alors à 3, nous étions dans la voiture. Logiquement, nous devions nous arrêter parce qu'il y a une barrière, ils mettent une sorte de corde, vous arrivez, vous devez obéir, vous arrêtez. Et les commandants, parce qu'ils étaient assis dans une sorte de paillote, il fait chaud à Kamanyola, il y a beaucoup de soleil, ils sont montés, ils sont venus nous voir, ils sont venus contrôler. Ils étaient à 2 qui nous contrôlaient. Ils ont contrôlé, et au bout d'un moment, parce qu'ils n'avaient rien trouvé. Et nous n'avions rien. Nous n'avions rien sur nous, rien. Bon, on n'avait commis aucune faute, on n'était pas recherchés, on n'était que des citoyens comme tous les autres citoyens du Sud Kivu ou du Zaïre en ce moment-là. Ils appellent leur chef, ils disent, mais commandant, nous n'avons rien trouvé sur eux. Et lui, il dit ceci. Comment pouvez-vous dire que vous n'avez rien trouvé sur des Tutsis? Déjà, être Tutsi, c'est déjà un crime, c'est déjà une faute. C'est déjà, vous n'avez rien à chercher parce que ce sont des Tutsis. Donc des Tutsis, on peut les accuser seulement le fait d'être des Tutsis. Et c'est vrai, c'est ça. Je ne suis pas en train de raconter de bobards. Les 2 autres personnes qui étaient avec moi sont encore vivantes. Il y a une d'ailleurs qui habite aux États-Unis comme moi. Malheureusement, c'est ça, c'est ce que nous vivions. Je vais encore rappeler notre fait, Monsieur Bill, qui est étonnant. C'est toujours un peu dans ce même sens. Je l'ai dit aussi dans un autre espèce où c'est le même, je ne sais pas. En mars 96, nous avons reçu à Ouvira 11 députés venus de 11 provinces du Zaïre. Voici le nom de ceux qui étaient là, les 11, parce qu'ils étaient venus seulement pour le suivi du dossier Banyamulenge-Banyarwanda. En fait, ils ne nous appelaient pas Banyamulenge, ils nous appelaient Banyarwanda. Les noms de ces députés-là, donc les HCRPT, les Hauts Conseils pour la République ou Parlement de transition, c'est comme ça qu'on dit. Il y avait Nkoi Nsimbangoy, de la région de Bandundu. Il y avait aussi Meniko, de la région du Chaba. Il y avait Mbenga de la région du Kasaï, il y avait Muhima du Nord Kivu, il y avait Maya de Kasaï aussi, il y avait Chioka du Sud Kivu. Il y avait aussi le secrétaire M. Azuluni, qui était le premier vice-président de l'Assemblée. Alors, ces messieurs, ils nous ont dit clairement, ils sont venus nous dire, ils nous ont reçus dans les bureaux du commissaire des zones. Le commissaire des zones, c'est celui qu'on appelle administrateur du territoire actuellement. Ils sont venus nous annoncer que nous ne sommes pas des Aïrois et que nous devons nous retrouver au Rwanda avant la fin de l'année 95. Nous étions quand même choqués, mais on se disait, on ne partira pas d'ici parce que nous ne sommes pas Rwandais, nous n'irons pas au Rwanda, on va chez qui? Chez nous, c'est ici. Alors, j'ai eu l'idée d'aller voir un pasteur. Moi, je suis pentecôtiste. J'ai été baptisé chez les pentecôtistes. Je suis allé à Bukavu voir un jeune représentant légal d'une association cultuelle, donc c'est de l'église, pour lui dire, écoutez monsieur, vous connaissez bien que des Banyamulenge se sont fait baptiser chez vous à Kalambi. Kalambi, c'est dans le territoire de Mwenga actuellement. C'est entre les années 40 et 50. Mais on est en train de nous dire que nous sommes, nos parents, nos aïeux, sont arrivés au Congo, donc au Zaïre, pardon, au Zaïre, à ce moment-là, donc ils sont arrivés en 1959. Je lui dis, pouvez-vous témoigner, vous qui êtes pasteur, que ces Tutsis-là, ces Banyamulenge qui habitent dans les tombes aujourd'hui, il y en a, parce que ce n'était pas tout le monde qui se faisait baptiser dans son église, il y en a qui ont été baptisés par nous à Kalambi, quand même. Donc ça veut dire qu'ils ne venaient pas du Rwanda pour se faire baptiser à Kalambi. Ah, le pasteur m'a dit simplement, dit, Monsieur Muller, c'est tout simplement de la politique. Moi, je ne fais pas ça. Donc, un pasteur qui refuse de témoigner pour ses fidèles, moi, je ne peux pas le faire. Bon, lui, il a décidé, je ne peux pas le faire. Il ne peut pas. Il dit que c'est de la politique, donc un moyen de fuir. Parce que je sais quand même que c'était dangereux pour lui, c'est vrai. S'il parlait en notre faveur, c'était pour prendre des risques quand même. Parce que à ce moment-là, nous n'avions même pas le droit d'avoir des avocats. Hein. Parce que à Bukavu, lorsqu'on logeait à Bukavu, les hôtels ne voulaient plus recevoir des Tutsis. Encore, je donne un autre témoignage, comme moi j'ajoute, je ne prendrai pas du temps. Je ne sais pas pour vous, mais pour moi, quand j'écoute ce genre de témoignages, je me demande si on est vraiment dans une société chrétienne.
vraiment, il y a une très très grande différence de dire qu'un pays est composé de plus de 90% d'une population chrétienne et le fait que nous vivons, j'aurais compris si on était dans une société où il vit spécialement des gens qui ne se disent pas chrétiens, mais que ceci se passe dans une société dite chrétienne, moi ça m'étonne. C'est quelque chose que je n'arrive pas à comprendre. Pour faire un feedback, comment expliquer par exemple le silence des pasteurs, le silence des évêques, le silence de la société civile? Est-ce qu'il existe même une société civile en République démocratique du Congo? C'est à se poser la question. Je vous donne un simple exemple. Lorsque Justin Bitakwira a tenu le discours que vous avez entendu il y a un instant, ça s'est passé en direct sur une chaîne YouTube, Bossolona Politique, qui est très connue en RDC et notamment à Kinshasa. Il n'y a pas eu de réaction du tout de la part de la plus grande majorité des Congolais. Seule l'Union européenne a réagi. À travers une lettre signée à Kinshasa le 17 juillet 2023 par son représentant, M. Jean-Marc Châtaignier, lettre dans laquelle l'Union européenne exprimait son indignation face aux propos tenus par M. Justin Bitakwira, ministre et député honoraire, notable du Sud Kivu, sur une chaîne de télévision locale. À la suite de cette lettre, le parquet général près de la Cour de cassation avait envoyé une invitation à M. Justin Bitakwira pour qu'il s'explique. J'y reviendrai dans quelques instants, mais notez que, bizarrement, le ministère de la Justice congolais avait dans la foulée émis un communiqué dans lequel il s'indignait du fait que l'Union européenne avait pris fait et cause pour la communauté Tutsi Banyamulenge, qui serait victime d'un discours de haine, alors que ces condamnations sont généralement inexistantes, voire trop faibles, sur les tueries de milliers de Congolais par l'armée rwandaise et ses supplétifs du M23. Comme s'il existait une différence entre la communauté Tutsi Banyamulenge congolaise, qui sont également des Congolais, et les autres Congolais qui sont tués. Avant de continuer, et pour donner une réponse aux Congolais qui pensent que le problème de la RDC, lorsqu'il s'agit de la question Tutsi, c'est Paul Kagame, je vais leur donner l'exemple de la conférence nationale souveraine organisée entre 1991 et 1992. Et ceci, ce que je m'apprête à dire, va venir compléter le témoignage de M. Manasseh Miller durant la conférence nationale souveraine, qui a été à un certain moment présidée par l'évêque Laurent Monsengo. À l'époque, je pense qu'il était archevêque de Kisangani. Le fait que cette conférence a été présidée par un évêque n'a pas empêché que certains compatriotes Tutsi, notamment Monseigneur Kanyama Chumbi, un évêque Tutsi de Goma, soient exclus de la conférence. Non seulement lui, mais tous les compatriotes Banyarwanda, et y compris les Hutus cette fois-ci. Au point où Monseigneur Kanyama Chumbi a été obligé de s'expliquer sur sa nationalité congolaise, zaïroise à l'époque. Vous voyez ici sa lettre. Donc c'est pour vous montrer que le problème c'est un problème sérieux, ça ne date pas d'aujourd'hui. Cette exclusion-là, cette discrimination perpétuelle, cette persécution de nos compatriotes Banyarwanda, elle doit s'arrêter. Et bien entendu, ça passe par la prise en compte, une prise en compte sérieuse de discours de haine qui font l'objet de ma réponse en fait au ministre de la Communication, Patrick Mouyaya. Pour revenir à la lettre de l'évêque de Kanyama Chumbi, Monseigneur Kanyama Chumbi, vous voyez à l'image l'extrait de sa lettre où il fut malheureusement obligé de s'expliquer sur sa nationalité congolaise ou sa nationalité zaïroise à l'époque. Je vais lire avec vous ce qu'il écrivit
durant la période de la conférence nationale souveraine. Je commence par le bout de sa lettre. Je suis Mutusi du clan Aba, membre de la communauté des Banyarwanda d'origine zaïroise. Je descends des arrière-grands-pères, et pères, si après, qui sont tous originaires de la collectivité du Bwisha, zone de Rutshuru, en territoire zaïrois. Avant de continuer, si on faisait la même chose de tous les Congolais, parfois je me demande, ou souvent je me demande pourquoi c'est seulement les Tutsis qui doivent s'expliquer sur leur congolité, sur leur nationalité. Si on faisait la même chose des autres, des membres d'autres ethnies, est-ce que vous êtes sûr que tout le monde serait, je ne sais pas, est-ce que tout le monde réussirait à prouver sa nationalité congolaise? Et voici ce qu'il écrivait en haut. À cause de la dépravation de mœurs politiques zaïroises, à l'âge de 59 ans, je suis obligé de prouver ma nationalité à des compatriotes qui me connaissent pourtant très bien, et cela semble-t-il sur une déposition de jeunes gens que je connais peut-être, que je ne connais peut-être pas, et qui sans doute ne me connaissent pas spécialement. Mais par respect aux autorités qui ont reçu l'accusation, et puisqu'il y a espoir d'arriver à un état de droit, volontiers, je confirme que je suis zaïrois, on dirait aujourd'hui congolais, et j'en donne les raisons en fournissant mon curriculum vitae, ma généalogie, et en indiquant les personnes qui me connaissent comme zaïrois. Dommage, disais-je tantôt en lisant cette lettre. Moi, quand je lis ce genre de choses, je suis outré. Et franchement, on va continuer, mais voilà, on continue. À présent, je vous propose de suivre tout type de communication où nos compatriotes Tutsis, qu'ils soient Banyarwanda ou Banyamulenge, sont traités de Rwandais en raison de leur faciès. C'est notamment le cas de cet internaute que vous voyez ici, qui qualifie notre compatriote M. John Kanyoni, un homme d'affaires qui appartient à la communauté Banyarwanda du Nord Kivu, des Rwandais, allant même jusqu'à les qualifier de poisons et de cancers. Vous vous rendez compte de la gravité de ces propos? Appeler un être humain un cancer, un poison. Vous savez ce qu'on fait du cancer? On cherche à l'éliminer par tous les moyens. Et c'est ainsi que lui, il qualifie un compatriote. Vous voyez, vous pouvez dire c'est quelqu'un, un citoyen qui exprime son opinion, où il a la liberté d'expression. Non, ça n'a rien à voir avec la liberté d'expression. La liberté d'expression, elle a des limites fixées par la loi. Et ça, c'est un discours qu'on ne doit pas tolérer dans une démocratie. Vous voyez, à nouveau, un autre Congolais très bien connu à Kinshasa, M. Léon Kakese, qui qualifie l'actuel vice-gouverneur du Nord Kivu, Manzi Wili, de Rwandais. Tout comme ce journaliste très bien connu à Kinshasa, Peter Tiani, qui remet en cause, lui également, la nationalité de M. Azarias Robérois, tout simplement parce qu'il s'exprime dans sa langue maternelle. C'est grave. Ngo dukore igishoboka cyose kizima izindigira imbabazi yabareka mukagenda muhonongera. Malheureusement, ce ne sont pas des cas isolés. Cela va du plus petit citoyen au plus grand citoyen, y compris le président de la République, comme vous allez le voir tout à l'heure. Mais en attendant, suivez ces autres extraits où les gens poursuivent le même type de discours à l'égard de nos compatriotes. Oui, à la partie politique. Kindela biso yawa Rwanda wana maka. Yeyo. Malembe yaya zwana misaki wana landela. Yewana. Rwanda yeyo azamya na malupa.
yo vraiment moto akokende kosala ndenge nini neti ngai moko esidi ya 12e brigade ayebisa ngai nini o ndenge oza wana oza rwandais natunaka ye monsieur naza rwandais ndenge nini mama major oza rwandais natuni eske preuve ezali alobi oui preuve ezali natunaka ye neti nini alobi ezolo na yo makolo na yo pona zolo ka wana pona elongi na donc elongi na yo zolo na yo makolo na yo elakisi vraiment que oza rwandais est-ce que bagira banichinja tabakulia mandizi leo tabakulia mandizi basi peuple congolais bazo souffrir likolo na bino ba rwandais boya profiter kozwa passeport ya Congo bino boza ba rwandais boyo wangana boza passeport ya Congo pona nini olingo sani le rwandais bazo passeport ya Congo take ba rwandais boza ba rwandais bino oui parce que boza ba rwandais bozo passeport ya Congo pona nini peuple congolais botala ba rwandais bango yo ba na consulat na Anvers kozwa passeport ya Congo bato ba boma biso na Congo bango yo osala eloko te ngai naza mundande ya este biso tolinga ba rwandais te biso ngai personnellement nalinga ba rwandais te pona détectaka bango déjà na solo biso nga détectaka rwandais na solo osiko yo ovandi na poto we expliquer nga nini par rapport à rwandais. J'espère que les gens qui ne savent pas ce qui se passe réellement en RDC sont en train de réaliser la gravité de la situation et combien il est urgent d'agir et ne pas faire la politique de l'autruche, comme le fait le gouvernement congolais. Et ça continue, ce n'est pas tout. Vous avez des cas où des compatriotes qui ont des faciès que les gens attribuent à tort ou à raison aux Tutsis sont également qualifiés de Rwandais, de Tutsis, comme vous pouvez le voir notamment dans l'extrait suivant. On a dit Elonjo na Congo. Quand on a dit que nous sommes infiltrés, papa Augustin Kabouya za tout. Botaki teni. Botuna Kabouya soki na kosi. O papa na ete. Botala zolo. Na otela bino botala ngo bien yango. Azongisi na si. Po ona tia eza mwinda zena matsango na likolo. De même, vous avez des communications où certaines personnes lancent des appels à tuer ce qu'ils appellent le Rwandais, mais en réalité les Tutsis, tout en épargnant le chat ou le chien, comme le fait ce monsieur dans la vidéo suivante. Bonjour, nalobi chasse au Rwandais na kati ya Kolwezi. Boma Rwandais, tika mboa, tika niao. Les gens sont même allés jusqu'à produire des clips pour renier la nationalité congolaise ou la congolité de nos compatriotes Tutsis et même des Hutus, comme vous pouvez le suivre dans l'extrait suivant. Ces discours de haine répétitifs ont eu des conséquences très très graves et continuent à avoir des conséquences très très graves sur le terrain. Comme ce fut notamment les cas des actes de cannibalisme qu'on a observés à Kalima dans les Maniements, où vous voyez ici cet homme en image s'afficher fièrement
en revendiquant qu'il a mangé de la chair humaine. Unaona exploit ya Kalima gisi unatendea Banyarwanda. Banyarwanda mtaona hivi leo. Hapana kukanyaka hapa Kalima. Hata vita msilete hapa mnaweza kuteswa. Mtateswa sana, Mungu mnakuliwa na mikate. La victime, c'était un Mounia Moulengue qui s'est rendu dans le Maniema pour vendre ses vaches. Le journal Libération, le journal français, en avait fait écho dans l'un de ses articles, comme vous pouvez le voir ici. De même, un officier des FARDC, à la personne du major Kaminzobe, Joseph Kaminzobe, en a fait les frais également, lui aussi malheureusement, le 9 décembre 2021, où il s'est fait lyncher, sauvagement assassiné, au vu et au su de ses collègues des FARDC à Leba, qui n'ont rien fait pour empêcher la population civile qu'il avait tuée. Vous vous rendez compte? Les civils tuaient un militaire en face de ses collègues de l'armée, sans que ceci ne fasse rien. Lui aussi, son corps a été cannibalisé. De même, il y a des gens même qui ne sont pas Tutsis, qui en font les frais, comme ces policiers à Ouvira, qui a été lui aussi assassiné par les familles Ouazalendo, tout simplement parce qu'il avait un faciès que les gens ont attribué aux Tutsis. Vous vous rendez compte de la gravité de la situation? Et à ceux qui pensent que le problème c'est le Rwanda, j'ai une question. Pourquoi Moïse Katumbi, qui est marié à une femme Tutsi du Burundi, a rencontré des problèmes lors de la dernière élection présidentielle? Il est coutume pour les hommes politiques de battre campagne aux côtés de leurs femmes, mais lui, il ne l'a pas fait, parce qu'à mon avis, ça aurait été un suicide politique s'il le faisait, en raison du climat hostile aux Tutsis qui règne en RDC. Si le problème c'était le Rwanda, les gens se seraient dit, bon, elle est Tutsi, mais Tutsi du Burundi, et l'armée burundaise est présente sur notre sol pour nous aider à combattre la FCM23. Mais même cela n'a pas suffi à créer de la sympathie pour Moïse Katumbi, qui est marié à une femme Tutsi du Burundi. J'imagine que ça aurait été le contraire s'il était marié à une Hutu. Donc c'est vraiment une question qui doit être prise au sérieux et on ne doit pas vraiment, faire comme s'il n'y avait aucun problème. Sur les réseaux sociaux, notamment sur Twitter, les gens ont même lancé des appels à ne pas voter pour Moïse Katumbi, déjà lui-même accusé d'être un étranger, faussement, parce qu'il est marié à une femme Tutsi. Moi, j'en ai lu certains parmi ces appels. Vous voyez par exemple ici, la femme de Moïse Katumbi est traitée des Tutsis rwandaises, et pourtant, comme je le disais tantôt, elle est burundaise. Et voilà une autre internaute qui présente la femme de Moïse Katumbi comme une espionne du Rwanda, donc toujours cette théorie de complot à la sauce congolaise. La campagne médiatique, l'acharnement médiatique a été tel que des vidéos comme celle-ci ont été montées grâce à l'intelligence artificielle. Écoutez ce que dit la vidéo suivante. Femme russe ou chinoise, jamais au grand jamais. De même, il est inconcevable de voir n'importe qui que ce soit qui débarque à la tête de la RDC avec comme compagne une femme étrangère Tutsi faisant partie de pays agresseurs. Moralité, lorsqu'on aspire à diriger une nation, le profil du candidat et de son conjoint est à scruter à la loupe. Comme un adage le dit. Ce qui a suscité la réaction de Moïse Katumbi qui était obligé de se justifier sur les origines de sa femme en disant qu'elle n'est pas une Rwandaise. Écoutez Moïse Katumbi. Ma femme n'est pas d'abord rwandaise, elle est burundaise. Je corrige. Et son père, c'est un ancien diplôme. La question que l'on peut se poser, même si elle était rwandaise, où serait le problème? N'a-t-on pas le droit de se marier comme on veut en RDC? Est-ce un crime d'épouser une rwandaise? Mais c'est absurde, c'est stupide. La situation est tellement grave que même le président de la République est auteur des discours de haine, comme vous allez le voir dans des extraits que je vais diffuser dans un instant, où il fait une distinction des citoyens congolais selon leur appartenance ethnique. Suivez les extraits suivants.
Roger Moussousou, difficulté Moussousou, ezali oyo ya ba Congolais, oyo bazali penza ba Congolais te. Nabanzi olandaki tango ya mabonomi, moi ba nungu ezalaki qui est Congolais, qui n'est pas Congolais. Donc le débat se posera sur l'accès de ces Congolais-là à certaines fonctions. Donc ça aussi c'est un problème. Donc on a que le phénomène, il y a nationalité, ezali kosenga to analyser yango na kimia nyonso. Et je viens de dire ici que le M23 c'était une coquille vide. On a pris quelques aventuriers congolais qu'on a mis devant, on leur fait parler lingala ou des choses comme ça, on attribue des noms congolais pour dire voilà, vous voyez, ce sont vos propres compatriotes. Les compatriotes, soi-disant compatriotes qui sont en train de se révolter. Donc, les discours de Patrick Muyaya, ou plutôt ses propos lors de cette espèce Twitter, s'inscrivent bel et bien dans la ligne droite de ce que vous avez écouté le président de la République affirmer tout à l'heure. Il ne fait que matérialiser sa pensée, qui ne dit pas peut-être ouvertement en public, hypocrite qu'il est, mais qu'il dit lorsqu'il discute avec ses ministres, avec ses plus proches collaborateurs. Et la preuve que, en fait, la tussiphobie, les discours de haine sont bel et bien une réalité dans ce pays. Il faut être volontairement aveugle pour ne pas l'accepter. Et je viens de vous démontrer cela, alors même que j'ai fait seulement une petite sélection des communications. Parce que la définition tout à l'heure disait tout type de communication orale ou écrite ou de comportement. Et c'est ces communications-là ou ces comportements que je vous ai démontrés. Je ne vous ai pas parlé de beaucoup de choses. Je ne vous ai pas parlé, par exemple, de nos compatriotes qui se font discriminer lorsqu'ils sont face aux agents de la DGM, aux frontières, par exemple, lorsqu'ils arrivent et qu'il y a des queues, l'une réservée pour les nationaux et l'autre réservée pour les étrangers. Et que eux, bien que détenant des passeports congolais, on leur demande d'entrer dans la queue des étrangers. Tout ça sur la base de leur faciès, en disant que non, vous n'avez pas le visage des Congolais ou les faciès ou les phénotypes des Congolais pour rester dans cette queue. Je ne vous ai pas parlé de ces militaires Tutsis qui se font assassiner par leurs collègues de FARDC, comme l'attestent bien ces rapports de l'ONU. Et certains continuent à se demander pourquoi certains militaires Tutsis refusent parfois d'être mités dans certaines régions du Congo. Je ne vous ai pas parlé du fait qu'en RDC, lorsque je suis descendu pour faire des recherches de terrain, beaucoup m'ont dit que ce sujet, il est dangereux. Et certains m'ont même dit que tu ferais mieux de ne pas en parler parce que tu risqueras de ne pas avoir même de l'emploi dans la fonction publique ou d'être embauché en RDC, comme si j'étais à la recherche de postes ou de biens matériels, ignorant que moi, je ne peux pas travailler dans un pays aussi corrompu que notre pays au stade actuel. Je ne vous ai pas parlé de ces compatriotes qui sont, qui sont traités des girafes humaines, qui sont qualifiés de cafards, des moustiques qu'il faut écraser avec détermination. Je ne vous ai pas parlé du fait qu'ils doivent toujours s'expliquer, se justifier sur leur congolité. La haine contre les Tutsis en RDC est une réalité. Les discours de haine sont une réalité. Et il n'y a pas longtemps, j'ai discuté avec un monsieur qui m'avait dit, si les gens dans ces pays n'aiment pas les Tutsis, vous n'allez pas les forcer à les aimer. Et moi, je lui ai répondu en citant Martin Luther King. Je lui ai dit, le but, ce n'est pas que les citoyens s'aiment les uns les autres, parce que dans un pays, il y a toutes sortes de citoyens, mais le but, c'est que l'État protège les citoyens. À partir du moment où il y a quelqu'un qui lève la main sur un autre citoyen. Donc, monsieur le ministre Patrick Muyaya, épargnez les gens des selfies. La solution, ce n'est pas
de faire des selfies avec nos compatriotes Tutsis pour montrer que tout va bien, monsieur le ministre. Il faut réfléchir à un certain moment. La solution, et c'est ça la réponse que j'avais donnée au monsieur qui m'avait dit que si les gens n'aiment pas les Tutsis, on ne va pas le forcer à les aimer. Je lui avais dit, en citant Martin Luther King, qu'une loi ne pourra jamais obliger un homme à m'aimer, mais il est important qu'elle lui interdise de me lyncher. Donc, si vous n'avez pas de solutions, voici humblement au moins quelques solutions que je vous propose. Ce n'est pas toutes les solutions possibles. J'ai beaucoup de solutions que je peux proposer dans ma tête, mais au moins, punissez, arrêtez les auteurs des discours de haine. Faites votre boulot, appliquez les lois de la République, appliquez les droits internationaux. Si quelqu'un tient des discours de haine ou arrête un compatriote à raison de son faciès, voire même les actes de cannibalisme que je vous ai diffusés tout à l'heure et dont les auteurs sont connus, arrêtez ces gens, jugez-les. Commencez par faire justice, bien entendu pour tous les Congolais. Dans mon livre « Les droits de minorité en RD Congo, les cas des Tutsis Banyamulenge », j'ai fait un certain nombre de propositions, notamment la création de sévères comités vérité et réconciliation, localisés, pas un comité, pardon, vérité et réconciliation national, mais localisés dans des régions où il y a eu des conflits intercommunautaires, par exemple dans les hauts plateaux du Sud Kivu, par exemple dans le Nord Kivu, et même dans d'autres régions du pays où il y a des conflits interethniques qui ne concernent pas forcément nos compatriotes Banyamulenge ou Banyarwanda. Donc, commencez par là, par faire justice, mais aussi réformer les systèmes de l'éducation congolaise pour expliquer à nos populations la sociologie, la réalité ethnologique de ces pays, pour que les gens comprennent enfin et mettent dans leur crâne, et même s'ils ne veulent pas mettre dans leur crâne, mais que l'État punisse ceux qui ne voudront pas le faire en extériorisant des actes hostiles à l'égard de nos compatriotes, par exemple des meurtres, des assassinats, des injures, des insultes à caractère ethnique, racial, raciaux, je ne sais pas. C'est ça ce que vous pouvez faire. Réformer le système de l'éducation parce que, comme l'a dit Nelson Mandela, l'éducation est l'arme la plus puissante qu'on peut utiliser ou se servir pour changer le monde. Enlever toutes ces catégories raciales inutiles, bantous, nilotiques, semi-bantous, soudanais, qui ne nous avancent à rien et qui ont été créés par le blanc et dont nous-mêmes Africains, avant l'arrivée de la colonisation, on ne savait même pas l'existence. Est-il nécessaire de catégoriser les gens, les êtres humains, en des espèces, comme si on était des animaux, comme si on était des poissons? Et pourtant, aujourd'hui, il est établi que la race humaine, ça n'existe pas. Voilà ce que je tenais à dire dans cette vidéo. Elle a été longue parce que je ne pouvais pas faire autrement. Je trouve que la situation, elle est tellement grave qu'il faut que la vérité soit dite. Et ceci au péril de ma vie. Et je continuerai à le faire. Je continuerai à dire ce que je pense, bien que les gens me menacent. Et d'ailleurs, c'est l'une des choses que j'avais oubliées. Je vais finir par cet extrait où les gens m'ont menacé alors que je n'ai rien dit de mal. Bon, je ne fais pas référence à cette vidéo. Je fais référence à mes discours habituels. Je ne fais que lancer des appels à la paix, au vivre ensemble. Mais les gens m'ont menacé. Je mets quiconque au défi de diffuser un seul extrait venant de moi où j'ai lancé des appels à la haine, où j'ai soutenu même ne serait-ce que, je ne sais pas, un mouvement rebelle. Alors, s'il n'y a pas de discours de haine, s'il n'y a pas de tussiphobie en RDC, pourquoi est-ce que les gens ont dit ce que vous allez écouter dans cet extrait contre moi? Et je vais finir par là. Écoutez cet extrait et puis je reviens vers vous. Les Congolais sont ceci, cela. Alors, moi, je vous informe aux Tutsis rwandais, ça veut dire que vous n'avez pas encore connu tous les 100 millions de Congolais que nous avons. Parce qu'il y a des Congolais qui ne sont pas tels que j'entends dans différents spaces qu'on leur présente. Les Congolais sont ceci ou le Congolais des... Non. Si vous croyez à tout ce qu'on vous raconte ou à tout ce que vous connaissez jusque-là, vous vous êtes fait une très mauvaise image des Congolais. Et faites très attention à ce jeu dangereux que vous êtes en train de jouer parce que c'est un jeu qui va vous coûter beaucoup.
dans l'avenir, dans quelques années, faites très attention. Parce que moi, je peux déjà vous garantir, des personnes comme moi et d'autres que je connais, s'il arrivait que nous soyons à Kinshasa, là, que nous soyons au Congo, je ne vois pas par quelle magie ou par quel miracle vous allez vous en sortir avec tout ce que vous êtes en train de faire. Et je ne vois même pas comment ceux qui sont à Kinshasa seront en paix. Parce que nous allons leur demander de partir. Donc faites très attention. Tout ce que vous faites, vous êtes en train de mûrir en nous ou de faire grandir en nous cet esprit dans lequel nous ne pouvons même pas supporter d'être autour de vous. Et nous savons exactement où est-ce que vous devez rentrer. C'est au Rwanda, en Ouganda et au Burundi. Et vous n'aurez aucun territoire, aucune partie, aucune superficie du territoire congolais. Donc faites très attention. Vous avez le droit de raconter tout ce que vous racontez, mais vous devez savoir aussi que tout ce que vous êtes en train de faire, ça éveille en nous. Ça éveille en nous la connaissance de savoir que vous êtes des gens avec qui nous ne pouvons pas traiter. Donc, vous avez le choix de continuer avec tout ce que vous faites comme propagande contre le Congo et contre les Congolais, et vous en payerez les prix. Si vous ne payez pas les prix demain, ce sont vos enfants, vos petits-enfants qui paieront les prix. Donc, vous avez le choix de continuer à faire ce que vous êtes en train de faire et passer ces messages à Bill. Bill, c'est ce monsieur, ces bandits, je ne sais pas, congolais ou Tutsi qui organisent des espèces contre le Congo et les Congolais. Dites-lui ceci. On se rencontrera avec lui certainement un jour à Kinshasa ou au Congo et on va le drainer dans les rues de Kinshasa. Nous allons le drainer dans les rues de Kinshasa. Il payera tout ce qu'il est en train de faire aujourd'hui un jour dans les rues de Kinshasa parce que nous ne l'accepterons jamais comme un de nous. Il payera, il le payera et nous le connaissons. Nous allons lui faire payer tout ce qu'il est en train de faire aujourd'hui. Si. Mes frères, sœurs, j'ai vu que j'ai posté quelque chose sur M. Bill. Ce monsieur-là, c'est un agent du Rwanda. Je vous dis, il a travaillé, il est allé étudier en France avec l'argent du Rwanda. Il fait les bashing Congo. Moi, tu peux saper Tshisekedi, tu peux saper Mukwege, ce sont les gens, ils vont passer. Mais le Congo ne passera jamais. J'ai vu les gens m'écrire dans inbox à la place de commenter. On doit faire une campagne contre ces messieurs-là. On doit même, s'il faut saisir des instances judiciaires pour ce monsieur-là, il est en train de faire un grand travail pour le Rwanda. Je vous dis, il ne faut pas qu'on néglige cela. C'est un monsieur très dangereux pour notre pays. Je vais vous dire quelque chose. Ce monsieur n'est pas en France, il n'est nulle part qu'au Rwanda. Et c'est ça son travail qu'il fait. Et nous devons le poursuivre partout. On va faire des contre-attaques. Il vient généralement au Congo. On doit vraiment partager ces vidéos, que ça arrive à nos services de sécurité. Une fois que ce monsieur-là on doit mon frère, il vient au Congo, il doit être arrêté parce qu'il est en train de faire le Congo bashing. Nous ne sommes pas des cannibales. Merci. Merci beaucoup pour l'opportunité, Monsieur J. Merci beaucoup. Je crois que c'était qui, M. Maëli? Je crois que c'était M. Serge, hein? M. Serge, après... Oui, M. Serge, oui. Oui, voilà, ok. Moi, je veux juste réagir sur une chose. D'abord, pour M. Bill, je soutiens c'est Kaniki Sekawele qui a parlé. Je soutiens ça à 100%. M. Bill a fait des spaces où il est en train de parler du fédéralisme parce que maintenant, vu que le Rwanda est dévoilé, M. Bill fait des spaces parlant du fédéralisme en disant que le Congo a besoin du fédéralisme. Ça, c'est préparer les esprits pour la balkanisation. Nous devons nous lever contre ces messieurs-là. C'est un danger pour la République. Il faut le faire taire. Voilà, chers compatriotes, prenez la chose au sérieux. Ne faisons pas la paix ou ne cherchons pas à dialoguer pour faire plaisir à l'Amérique, à Donald Trump ou aux autres. Cherchons à dialoguer d'abord pour notre propre intérêt, parce que nous devons vivre en paix. Et cette paix, nous devons la matérialiser, même dans nos discours, dans nos comportements, dans notre façon d'être. Parce que si ce n'est pas le cas, tout ce qui est en train de se faire aujourd'hui ne sera qu'une chimère. Voilà, j'ai dit et je vous remercie.